Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir deux applications. La première, c'est les Bloom Filters. Les Bloom Filters, c'est une table de bits que vous voyez ici, à droite. Et l'idée, c'est une table qui va représenter l'état d'un ensemble en précisant quels sont les éléments qui appartiennent à cet ensemble. Donc, au lieu de ranger effectivement les éléments dans un ensemble, dans un espace dans la mémoire, on va juste ranger la trace ou la signature de ces ensembles-là dans cette table de bits. Plus précisément, on va voir un exemple concret. Donc, on va considérer cette table de 9 bits, de 0 jusqu'à position 0 jusqu'à position 8. OK? Et on va considérer deux fonctions de hachage. Bien sûr, les deux fonctions sont modulo 9 parce que nous avons une table de taille 9. La première fonction, c'est 2x plus 1. La deuxième, c'est 4x plus 1. Bien sûr, tout modulo 9. Et on va essayer d'insérer les éléments 7, 11 et 26 dans cet ensemble-là. Donc, je rappelle que l'idée de l'insertion, elle est virtuelle, c'est-à-dire on va modifier la trace de l'insertion dans cette table et pas les éléments eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas insérer le 7 et le 11 et le 26, qui ne vont pas apparaître dans l'ensemble, mais la trace de l'insertion va rester dans cette table-là. Plus concrètement, donc voilà, une table, elle va être initialisée, tous les bits vont initialiser à false ou là à 0, d'accord? Et pour dire qu'un élément X va appartenir à l'ensemble, il suffit de calculer ces fonctions de hachage. Donc ici, nous avons deux fonctions de hachage. On va calculer H1 de X et H2 de X, d'accord? Et aller à la table, à la position précisée par H1 de X, on va la basculer vers le 1. Et la position précisée par H2 de X, on va la basculer vers le 1. D'accord? Voilà. Donc, on va simuler le cas de 7, 11 et 26. Le 11, le H1 de 7 est égal à 6 et le H2 de 7 est égal à 2. D'accord? Ce qu'on va faire, on va aller à la position 6 et la position 2, on va les basculer vers 1. Voilà, donc l'état de la table de Bloom Filter, donc elle est ainsi après l'insertion de 7. Maintenant, on va insérer le 11. Voilà, on va calculer H1 de 11 est égal à 5. H2 de 11 est égal à 0. On va aller vers les positions 0 et 5 et les basculer vers 1. Voilà, deuxième exemple. Donc ça, c'est l'état de la table après l'insertion du 7 et du 11. Dernier exemple, l'insertion du 26. Donc H1 de 26 est égal à 8, donc ici, et H2 de 26 est égal à 6. C'est-à-dire, on va aller au 6 et le mettre à 1. D'accord? Donc ici, voilà l'état de la table. Donc ici, lorsqu'on trouve déjà un 1, on ne va rien faire, c'est-à-dire, il est déjà à 1, on va le laisser à 1. Bien sûr, si on trouve à 0, on va le basculer vers le 1. Donc ça, c'est la table de Bloom Filters, une table de bits, d'accord, qui précise si un élément appartient ou appartient pas à un ensemble. Donc ça, c'est bien. Donc pour faire la recherche, on va simuler aussi la recherche de trois éléments. Premier élément à rechercher, c'est le 12. Donc je rappelle que notre table, elle contient le 7, le 11 et le 26. C'est-à-dire la trace de l'insertion de 7, 11 et 26. On va chercher le 12. On va hasher le 12, d'accord, avec H1 et H2. H1 de 12 est égal à 7 et H2 de 12 est égal à 4. Tous les deux sont à 0. D'accord? Donc, on voit très bien que le 12 ne peut pas appartenir parce que sinon, si le 12 appartenait, il faut que la position 7 et la position 4 soient basculées à 1, chose qui n'est pas faite. Donc, le 12 ne peut pas appartenir à l'ensemble X. C'est vrai, bon, c'est très bien. Deuxième exemple, deuxième simulation, c'est la recherche du 28. Le 28, H1 de 28 est égal à 3, et elle est à 0, et le H2 de 28 est égal à 5, il est à 1. Donc, on peut conclure que le 28 ne peut pas appartenir à l'ensemble. Pourquoi? Parce que si le 28 appartenait à X, il faut que H1 de 28, la position 3, soit basculée à 1, chose qui n'est pas faite, et le H2 soit basculé à 1, chose qui est faite, mais bon, les deux doivent être tous les deux d'une manière
c'est un et, c'est pas un ou. Donc, le 28 n'appartient pas à l'ensemble, chose qui est correcte. Dernière simulation, c'est la recherche du 8. Le H1 du 8 est égal à 8, il est basculé à 1, et le H2 de 8 est égal à 6, il est basculé à 1. Donc, on peut conclure que le 8 appartient à l'ensemble, or c'est faux. Pourquoi? Parce que je rappelle que notre ensemble ne contient que le 7 et le 11 et le 26. Voilà. Donc ça, c'est une faiblesse du Bloom filter. Par construction, le Bloom filter, il peut introduire ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire un élément qui n'appartient pas, mais il se peut qu'il soit en collision avec des éléments pour chaque fonction de hachage, et on va juger qu'il appartient alors qu'en réalité, il n'appartient pas. Donc ça, c'est une faiblesse de Bloom filter. En résumé, le Bloom filter, s'il décide qu'un élément n'appartient pas, cette décision elle est correcte à 100%, mais s'il décide qu'un élément appartient, cette décision elle est correcte à juste une probabilité P%. En général, elle est inférieure à 100%. C'est pour cette raison qu'on appelle le Bloom filter, c'est une structure de données probabiliste, c'est-à-dire qui ne donne pas des résultats 100% pour l'appartenance. Voilà, donc l'idée de base de Bloom filter, c'est la suivante. Avoir K fonction de hachage, ok, et une table de hachage de taille M, de 0 à M-1, pardon, pas une table de hachage, une table de bits, pardon, une table de bits, d'accord. Pour insérer X à l'ensemble grand X, il suffit de calculer H1 de X, H2 de X et HK de X, et pour chaque position, on va basculer le T de H à 0. Donc, si ici on dit que c'est une table de hachage, c'est juste par abus, d'accord, parce qu'elle contient le résultat de hachage, d'accord, des éléments à insérer. Donc, par abus, on peut l'appeler une table de hachage, bon, mais ça reste un abus de langage. Voilà, avec un pourcentage d'appartenance, un jugement d'appartenance vrai à P%, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des faux positifs. Le temps d'insertion, c'est un θ de K. Donc, ça, c'est l'avantage de la Bloom filter, c'est-à-dire pour chercher un élément, pas la peine de parcourir, faire une recherche linéaire, c'est juste, on va hacher d'après les K fonctions de hachage, on va hacher H1, H2 jusqu'à HK, et si l'un des K résultats est basculé à 0, c'est-à-dire s'il est 0, c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas, jugement juste à 100%. Et s'il appartient, dans ce cas-là, on risque ou bien d'avoir un bon jugement ou bien d'avoir un faux positif. La probabilité d'avoir un faux positif, en fait, c'est la probabilité d'avoir de manière implicite un élément Y qui n'appartient pas. Et en fait, on va trouver tous les bits basculés à 1. Donc, la probabilité qu'un bit soit basculé à 1, elle est 1 sur m, puisque c'est la même probabilité équiprobable pour tous les bits, d'accord? En choisissant une fonction de manière aléatoire parmi les fonctions de hachage H1 jusqu'à HK, d'accord? Et donc, la probabilité qu'il ne soit pas choisi, c'est 1 moins 1 sur m. Et donc, du coup, pour que le bit ne soit pas basculé vers 1, c'est 1 moins 1 à la puissance k, ça c'est pour toutes les fonctions, et à la puissance n pour tous les éléments qui vont être insérés. Donc la probabilité qu'un bit ne soit pas basculé est égale à 1 moins 1 sur m à la puissance kn. D'accord? Avec des abus de calcul ou des approximations, on peut dire que 1 moins 1 sur m à la puissance kn, avec des conditions que kn et m soient assez grands, c'est proche d'exponentielle moins kn sur m. D'accord? Et donc, la probabilité que le bit soit basculé vers 1, il y a 1 moins e moins kn sur m. Donc ça, c'est la probabilité pour qu'un bit soit basculé. Maintenant, la probabilité d'un faux positif, donc d'une manière implicite, l'élément n'appartient pas, mais on va simuler qu'il appartient. Donc pour qu'il appartienne, il faut que les k positions soient basculées à 1. C'est-à-dire, on va prendre la probabilité d'un élément soit basculé à 1, d'accord? Et c'est pour k positions. Donc c'est k fois des événements indépendants, donc à la puissance k, c'est un produit. Application numérique, pour n, c'est-à-dire on veut insérer 5000 éléments dans une table de 25 000
bits et 3 fonctions de hachage, la probabilité d'avoir un faux positif, c'est 9%. Donc, si vous voulez améliorer ce résultat-là, on peut par exemple euh, augmenter la taille du tableau, d'accord, de la table de bits de Bloomfield, ou bien ajouter d'autres fonctions de hachage pour ne pas avoir trop de collisions. C'est-à-dire, les critères de collision vont augmenter, c'est-à-dire le résultat de collision va diminuer. Mais ce qu'il faut avoir en l'esprit, c'est d'avoir un compromis entre la taille et le nombre de collisions, le nombre de fonctions de hachage. Parce que avoir trop de fonctions de hachage, ça va activer beaucoup de 1 dans la table, d'accord? Et bien sûr, il faut avoir une grande taille pour diminuer la probabilité de collision. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les count mean sketches, c'est ce qu'on appelle les CMS. Ça, c'est une structure de données aussi probabiliste, d'accord, qui va gérer, en général, elle est dédiée à la gestion de flux de données et le calcul de la fréquence des éléments dans ce flux de données. Donc, sauf que la fréquence, c'est pas le calcul exact, on s'intéresse à l'estimation d'une valeur approximative. D'accord? euh, Bien sûr, on précise au préalable une erreur qu'on va tolérer pour un nombre limité de données. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre le traitement exemple d'URL, d'accord? Et bien sûr, le n il n'est pas connu à l'avance. Et l'idée, c'est de calculer l'approximation des fréquences d'apparition d'un élément qu'on appelle xj, d'accord, à une tolérance epsilon w pour delta n éléments. C'est-à-dire, plus concrètement, si le delta est égal à 99%, d'accord, et le epsilon w est égal à 1000, ça veut dire qu'on va tolérer une erreur, le comptage supérieur à 1000, que pour 1 moins delta élément. C'est-à-dire ici, 1 moins delta, c'est 1%. Ça signifie qu'on va tolérer une erreur supérieure à 1000 pour 1% des éléments. Et l'erreur de comptage va être inférieure à 1000 pour 99% des éléments. Ça, c'est l'interprétation de ces paramètres. Les paramètres delta et epsilon, ce sont les paramètres du count mean sketches, d'accord? Donc ça, c'est pour un exemple. On va voir d'une manière plus concrète pour l'implémentation. On va choisir une famille de fonctions de hachage. On va choisir une table de compteurs, d'accord? Et à chaque fois qu'on va calculer l'approximation, l'apparition d'un élément, on va incrémenter sa position de 1, tout simplement. Bien sûr, la position, c'est le résultat d'un hachage, ok? Et donc, on va retrouver ici les règles d'une famille de fonctions de hachage, c'est-à-dire la, la collision, la probabilité de collision inférieure à C sur M, d'accord? Et donc, pour une famille de hachage universel, on veut calculer quelle est l'erreur euh, qu'on va pratiquer pour calculer la fréquence d'apparition d'un élément dans un ensemble. Donc, la fréquence d'apparition, l'erreur, c'est l'approximation moins le cas réel. Donc, c'est ici l'approximation moins le cas réel. Le count J ici, c'est le cas réel d'apparition. Et l'approximation, c'est ce qu'on va estimer. Bien sûr, je vous rappelle qu'on est dans une structure probabiliste, c'est-à-dire lorsqu'on va calculer la position d'un élément dans la table de comptage, il se peut que cet élément-là soit en collision avec d'autres éléments. Et ça, c'est l'introduction de l'erreur. C'est-à-dire, l'erreur ici, c'est cette partie qui est à droite. C'est lorsque on calcule le nombre d'apparitions de J, d'accord, ça va être le nombre de fois qu'il a apparu réellement, plus le nombre de fois que sa position a été incrémentée de 1 par erreur, c'est-à-dire, par erreur, si on considère le J,
c'est-à-dire le nombre de fois qu'il y a collision entre le J et les autres éléments. Donc, ici, ça va être la somme des I qui sont différents de J, où il y a une collision entre I et J. Et bien sûr, fois le nombre d'apparitions de chaque élément ici. En fin de compte, puisque c'est une famille de fonctions de hachage universelles, cette somme-là, elle est inférieure à C sur M et fois W qui est la part. Donc ça, ce qui est à gauche, c'est l'estimation de l'erreur, d'accord? Ce qui est à droite, c'est le résultat de calcul d'apparition de chaque élément. Et voilà, donc on aura, avec ces n fonctions, d'accord, on aura une erreur qui est inférieure à C sur MW. Avec l'application de l'inégalité de Markov, on va trouver que la probabilité de l'erreur, elle est inférieure, la probabilité que l'erreur soit supérieure à le seuil qu'on a précisé au début, d'accord? La probabilité d'avoir une erreur supérieure au seuil, elle est inférieure à C sur M epsilon. Si on choisit M est égal à E C sur epsilon, donc je vais vous laisser le PDF dans le lien de la description pour voir d'une manière plus conçue l'application. Donc ici, la probabilité avec cette application-là, la probabilité que l'erreur dépasse le seuil, elle est inférieure à 1 sur E, c'est-à-dire pour une application, ça va être 37%. Probablement, c'est insuffisant. On ne peut pas tolérer que l'erreur dépasse le seuil pour 37% des éléments. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'ajouter une autre table de hachage. D'accord? Pardon, une autre table de comptage, pardon. Une autre table de comptage. Donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule table de comptage pour ajouter l'apparition d'un élément, au lieu de faire un hachage à l'élément et aller à la table de comptage et incrémenter de 1, on va le faire pour plusieurs tables. Ici, on va voir un exemple, une simulation. C'est juste virtuel, d'accord? C'est-à-dire, on considère qu'on a un flux d'adresses IP. À chaque fois, une adresse va apparaître. On va incrémenter son apparition, sa fréquence. Au lieu que ça soit dans une seule table, ça va être dans 4 tables. Donc voilà, ici, le X, c'est cette adresse-là. Ce qu'on va faire, on va calculer le hachage de X, d'accord, par rapport à 4 fonctions de hachage. Par rapport à H1, ça va donner 1. Par rapport à 2, ça va donner 6. Par rapport à 3, ça va donner 3. Par rapport à 4, ça va donner 1. On prend les 4 positions dans les 4 tables. Donc la position 1 dans la table 1, ça va mettre à 1. La position 6 dans la table 2, on va la basculer, on va l'incrémenter de 1. La position 3 dans la table 3, on va l'incrémenter de 1. Et la position 1 dans la table 4, on va l'incrémenter de 1. Donc ça, c'est la signification de lire le X dans le flux de données et incrémenter sa fréquence dans ces 4 tables. D'accord? Deuxième étape, on va lire le Y, la même chose. On va calculer le H de Y par rapport aux 4 fonctions de hachage. Et chaque fonction, elle reflète une table de comptage. Donc, pour le Y, pour le H1, c'est 1. Donc, on va aller la table 1, pour la position 1, on va incrémenter de 1. Pour H2 de Y est égal à 2, on va aller à la table 2, la position 2, incrémenter de 1. Pour le H3, la troisième fonction de hachage, elle donne le 4. On va aller à la troisième table, la position 4, incrémenter de 1. De même pour le 4. Et ainsi de suite. Le Z, on va le faire aussi une fois, le même travail. Et le T, donc on simule 4 adresses IP. D'accord? À chaque fois, ce qu'on fait, on prend le H1 de X, le H2 de X, de T, et ainsi de suite. Donc ici c'est le T, pas le X, d'accord? Parce qu'il coïncide avec le T, il est égal au X. C'est pour ça qu'on a fait ici un X. Il faut se rendre compte que ici, la somme des éléments ici, c'est la somme des éléments qu'on a traités. D'accord? Donc c'est toujours ici, on a traité 4 éléments. Ici c'est 4, 4, 4, 4. La somme est toujours égale à 4. Voilà. Maintenant, nous avons 4 tables de comptage. D'accord? Et pour compter l'apparition d'un élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, par exemple, ici le V est égal à cette adresse IP. On va calculer le hash de V par les 4 fonctions de hachage. Ça va donner 1, 3, 6, 1. D'accord? Pour 1,
1 pour 1, 6 pour 2, 3 pour 3 et 1 pour 4. On va aller à ces positions-là et voir quelle est l'apparition de V dans cette position. Donc ici, dans la première table, le H1, elle donne 3. Dans la deuxième table, le 6, la position 6, elle donne 2. La troisième table, la position 3, elle donne 2. Et la quatrième table, la position 1, elle donne 2. Voilà. Donc, c'est 2, 2, 2 et 3 pour la première. Et donc, pour décider quel est le nombre d'apparitions ici, on va choisir le min parce que le min ici, c'est celui qui contient le moins d'erreurs. On ne va pas dire qu'il ne contient pas d'erreurs, il contient aussi une erreur. En général, c'est l'erreur minimale entre ces quatre erreurs pour chaque compteur. Et dans ce cas-là, c'est pour cela qu'on l'appelle count min sketches parce qu'il va choisir le min de toutes les apparitions d'un élément dans les quatre compteurs. C'est juste pour diminuer l'erreur de calcul de comptage. Donc ça, c'est le count min sketches. Donc, en augmentant le nombre de tables de comptage, on va diminuer l'erreur, bien sûr. Je rappelle, pour une seule table, l'erreur était, avec les applications précédentes, l'erreur était 37%. Lorsqu'on augmente ici, on fait par exemple 5 tables, on trouve que l'erreur a diminué d'une manière considérable, d'accord, et ainsi de suite. L'idée, c'est que à un moment donné, en précisant l'erreur à éviter, c'est cette précision-là qui va nous dicter le nombre de tables qu'on veut, qui est imposé pour arriver à ces performances-là. Donc, pour le dernier exemple dans le diapo ici, si on veut avoir, par exemple, une erreur de epsilon W qui est de 1000 pour 10% des éléments uniquement, il faut choisir au moins 3 tables. Pourquoi? Parce que le K, il doit être supérieur, donc voilà la condition ici. Pour que cette condition soit réalisée, il faut que le K soit supérieur à moins ln de 1 moins delta. Et cette inégalité-là qui précise le nombre de tables qu'il faut adopter pour atteindre les performances qu'on souhaite. Voilà, ça c'était le count min sketches. C'est un compteur pour faire gagner un peu l'espace, essentiellement, de calcul, pour ne pas avoir n éléments. Parce que je rappelle que ça, le CMS, il est appliqué à des flux de données de très grande taille, c'est-à-dire on ne va pas allouer de très, très grandes tables dans la mémoire parce que ça consomme beaucoup d'espace. Donc, on va réduire l'espace et diminuer les performances en jugement, mais ça va être des performances qu'on gère. Les erreurs, on va les gérer en augmentant au fur et à mesure les tables de comptage et les fonctions de hachage. Voilà, ça c'était l'application des structures de données probabilistes. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.